que les services, enfin les fonctionnaires qui s'occupent du service public, que ce soit à l'hôpital, dans le social, et là on le voit au Pôle emploi, il y a des poches de résistance parce que certains ont la conscience professionnelle, ils se sont vraiment engagés au niveau du service public. Mais est-ce que cette conscience professionnelle, elle n'est pas mise à mal du fait de la casse du service public? Mais nos dirigeants ont une perversité extraordinaire quand même, parce que quand je vois sur Pôle emploi, je suppose que ça s'est passé pareil sur la Poste et Télécom, etc. En même temps qu'ils fusionnaient, ils ont, alors c'est surréaliste, ils ont demandé aux agents publics, ils ont donné la possibilité aux agents publics d'opter pour le statut privé, c'est-à-dire d'accepter personnellement de quitter leur statut d'agent public pour un statut de salarié privé. Mais ça c'est pas, je veux dire, ça s'est pas fait comme ça. L'idée, enfin, le passage du public au privé, c'était un gain en salaire. C'est-à-dire que actuellement, sur par exemple l'équivalent de ce que je gagne aujourd'hui, c'est-à-dire moi je suis à 80%, je gagne 1100 € par mois. Donc si je passais sur le statut privé, je gagnerais 8000 € de plus par an. Ce qui est quand même pas rien. Donc comme vous pouvez constater, on a quand même des salaires qui frôlent presque le ridicule par rapport à nos responsabilités. Donc, effectivement, il y a beaucoup de collègues qui ont opté parce que voilà, 8 000 € par an, c'est pas rien quand même. Donc le combat, il est à deux niveaux. Il y a eu la fusion, on crée un établissement avec 2 statuts, on dit dans la loi qu'on va préserver les 2 statuts, de façon tout à fait perverse, on fait en sorte que les gens changent de statut, passent au privé, parce qu'effectivement, avec les salaires qu'on a, on peut comprendre que certains, on peut même largement comprendre que certains optent, et finalement, on arrive à une situation où les agents publics sont presque moins nombreux, enfin, sont pas presque, ils sont moins nombreux que les gens qui ont opté, plus le personnel des ACDI qui, de fait, étaient privés. Donc aujourd'hui, on va arriver effectivement à avoir un nombre de personnels de statut privé plus important. Ceci dit, moi je rappelle une chose très claire, qu'on soit de statut public ou privé, et j'ai pas de jugement à avoir sur les gens qui ont opté, on est dans le cadre d'une mission de service public. Et ça, par contre, là, il y a une guerre sémantique et idéologique profonde tous les jours qui est, on ne parle plus de l'usager, on parle du client, on parle d'efficacité, de rentabilité, et on privatise petit à petit des secteurs, on envoie sur des opérateurs privés. Enfin voilà, petit à petit, on déconstruit notre propre façon d'envisager le service, et on est en face d'un tel rouleau compresseur que finalement, il y en a certains qui disent aujourd'hui, mais ça y est, on n'est plus service public. Mais moi, c'est bien pour ça que je mène ce combat. C'est parce qu'on est encore service public et qu'il ne dépend que de nous battre par rapport à ce service public. Pourquoi ? Parce que quand même si les services publics ne sont pas inscrits dans la Constitution, il y a des fondamentaux qui les assurent. Il y a l'article 8, je crois, si je ne me trompe pas, je commence à être fatiguée avec... l'article 8 de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui précise bien, qu'a ratifié la France, qui précise bien que le service de l'emploi doit être tenu par des agents d'État, que c'est important qu'ils aient ce statut pour être indépendants de leur gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que oublient les gens, c'est que quand on est agent des services publics, on doit défendre le service public. On n'est pas là juste pour, comme le pense la majorité des gens de la rue, s'assurer un travail jusqu'à la fin de sa vie, peinard, pépère. C'est pas ça. On est là non seulement pour rendre un service au public, mais on est là aussi pour le défendre et pour défendre sa qualité. En tout cas, moi, c'est la conception que j'ai de mon service public. Et là où je me bats aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement, qui devrait être censé protéger ces services publics, est en train de s'acharner sur ces services publics pour passer ces services à du privé et rentabiliser,
responsabiliser ces services sur une dynamique qui n'est plus de l'état d'esprit des services publics. Mais moi, je dirais presque que je suis convaincue, et des fois j'ai envie de faire appel à des juristes ou à des intellectuels qui ont le temps, eux, peut-être de se poser, de s'apesantir sur le problème. Mais est-ce que c'est légal ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est en accord avec la Constitution? Est-ce que c'est en accord avec le préambule, avec les déclarations des droits de l'homme? Moi, c'est ma vraie question. On est en train de nous déconstruire une société qui était basée sur des droits garantis par des lois, et on est en train de nous désarticuler cette société-là petit à petit, par petits à-coups, comme ça, partout, dans des secteurs différents, et de nous changer notre monde, sans nous avoir demandé si on était d'accord avec ça. Est-ce que c'est pas un déni de démocratie, ça? Est-ce que c'est pas un déni de nos institutions, de la démocratie, de la voix du peuple, quoi, finalement? Et moi, je dis aujourd'hui, je suis tranquille avec mon action de désobéissance. Pourquoi? Parce que moi, je pense que je suis dans le cadre de beaucoup de lois, que tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris va dans ce sens, et que c'est eux qui vont à contresens, et que c'est eux qui sont en train de pénaliser et de condamner une partie de la population qui n'aura plus accès à ses droits et qui n'aura plus de garantie sur ses droits fondamentaux. Alors, comment